Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. La nouvelle constitution du Mali promulguée, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir pour vous aider à comprendre ce processus. Nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Hassan Sey, il est juriste. Monsieur Sey, merci d'être autour de ce plateau encore une fois. Merci à vous pour l'invitation. Deuxième invité, monsieur Idrissa Keïta, journaliste qui découvre le plateau de l'émission Regard croisé, journaliste consultant. Monsieur Keïta, merci d'être avec nous. Merci, monsieur Barou. Les deux autres invités sont pris dans les pièges de l'embouteillage de Bamako. Il s'agit de M. Modi Sidibé du parti Yéléman, également M. Bagui Diarra qui est analyste politique. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je le disais tantôt, après sa validation par les 9 sages de la Cour constitutionnelle, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, vient à son tour de promulguer la nouvelle constitution. Cette promulgation marque ainsi la naissance officielle de la 4e République du Mali. Monsieur C, votre analyse globale sur le processus même qui a conduit à cette promulgation de la nouvelle constitution. Merci Barou. Je voudrais d'abord féliciter tout le peuple qui s'est mobilisé quand même pour cette nouvelle constitution qui est historique dans le sens où on va peut-être y arriver par la suite. Il y a de nouvelles choses qui ont été intégrées et qui peuvent permettre d'éviter même peut-être des coups d'État dans l'avenir, oui, et qui peuvent permettre également normalement d'intégrer nos traditions et nos autorités coutumières. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Maintenant, sur le processus lui-même, oui, bon, il y a eu un référendum, les problèmes de cartes se sont posés à un moment donné, et il faut admettre que l'État a su être réactif en mettant en place la possibilité, en tout cas pour tout citoyen, de voter avec une pièce d'identité, quelle qu'elle soit, pour qu'on ait le maximum de participation et d'inclusivité possible. Bon, malgré cela également, on a quand même eu, au niveau de la Cour constitutionnelle, avant la proclamation des résultats, l'analyse d'un certain nombre de recours qui ont été formulés. Oui. Et parmi ces recours, il y a, par exemple, les agents électoraux, les assesseurs, les présidents de bureaux, qui ont été indexés comme ayant eu à avoir des pratiques, on va dire, frauduleuses. Ça, je pense que le recours venait de M. Dramane Diarra. Oui. Et la Cour, à son tour, a répondu que pour faire ce genre d'affirmation et d'allégation, il faut apporter un minimum de preuves. Et qu'à défaut de preuves, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et qu'à ce moment-là, ce moyen était inopérant. C'était un des moyens parmi tant d'autres. On sait également qu'il y a eu Mohamed Chérif aussi qui a fait un... Connaît. Cheikh Mohamed Chérif connaît. Il y a aussi... Daba Jawara. Et parmi les choses qui ont été reprochées aussi, en plus du processus lui-même, on parle de la non-participation effective sur toutes les parties du territoire. En l'occurrence, la circonscription électorale de Kidal. Voilà. Bon, quand on sait que le Mali est dans une situation sécuritaire instable, oui, j'ai envie de dire que cela paraît comme une évidence. Et est-ce que cette situation d'instabilité doit stopper le processus? Je ne pense pas. Et lorsqu'on analyse également les demandes qui ont été formulées notamment par la CEDEAO et la communauté internationale, qui consistent à imposer un calendrier que le Mali a accepté quand même et qu'on a revu, il faut aller aux élections législatives, il faut une nouvelle constitution, il faut un président, mais en même temps,
On sait que la guerre n'est pas totalement terminée. On va vous retourner la parole. Hein. Monsieur Keïta, on a tous suivi la cérémonie de proclamation des résultats au niveau de la Cour constitutionnelle. Le constat est qu'aucun recours formulé contre la Constitution n'a prospéré devant les 9 sages de la Cour constitutionnelle. Votre commentaire? Je tiens d'abord à vous remercier et à saluer le public de Regard Croisé. Merci encore pour l'invitation. Mon commentaire, il est tout simple. Hein. Pour ce qui est des recours qui n'ont pas été acceptés, ce n'est nullement une surprise. Oui. Je vais m'appesantir légèrement sur un point. Pendant le processus référendaire... Les dés étaient pipés déjà? Les dés étaient pipés parce que pendant le processus référendaire, le camp du non n'a pas pu s'exprimer comme il fallait. Nul n'ignore que les acteurs du non ont eu à prendre en location, par exemple, la maison des aînés, les hôtels Columbus... Mais chaque fois qu'ils louaient un espace, le lendemain, le surlendemain, on les restituait leurs sous et on leur disait que désolé pour des problèmes sécuritaires, ils ne peuvent pas tenir leur activité. Donc à part les radios, à part les réseaux sociaux, ils n'ont pas pu battre campagne comme il fallait. Est-ce qu'à ce niveau, il n'est pas bien séant de faire une nuance à ce niveau quand vous dites que les acteurs du non ont été empêchés, par exemple, d'accéder à certaines salles? S'agit-il véritablement des acteurs du non? On ne présente pas M. Kaoudim, on ne présente pas Khadija Fofana qui est régulière à ce plateau. Qui ne se réclamaient pas du camp du non, mais des regroupements qui étaient même contre le processus référendaire. Vous savez, même quelqu'un qui est contre, oui, d'office, c'est un non. C'est un non, même quand il est contre. Oui. Même le processus, même voter non, hein, mais quelqu'un qui est contre, c'est carrément un non en soi. Et puis, à la longue, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient pour la ligne religieuse de la laïcité se sont finalement mis avec eux. Ils ont occupé le palais de la culture, qui a finalement boosté l'imam Mahmoud Diko, qu'on pensait entre guillemets mort de sa belle mort, oui, politiquement parlant. Donc, ces recours, ça ne me surprend pas. Oui. Par contre, aussi, ce qui m'avait un peu surpris, c'est la lenteur prise pour pouvoir valider, on va dire, le processus. Parce que finalement, ça a quand même été comme une lettre à la poste. Tout ça pour ça? Bien sûr, tout ça pour ça. Parce que depuis 2-3 semaines, on se posait des questions, mais un résultat aussi faramineux, 97%, même si au bout on a 96 et quelques. Keïta, clairement, est-ce que vous avez l'impression que les droits n'ont pas été dits par les 9 sages de la Cour constitutionnelle? Nous sommes dans un pays où la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On se souvient par exemple qu'il y a 20 ans, pour pouvoir aller vers la paix, le président Alpha Oumar Konaré avait fait la flamme de la paix. Près de 20 ans après, on se plaint pour dire que l'initiative n'est pas bonne. C'est de la même manière que ceux-là qui ont dit le droit aujourd'hui, demain après-demain, un autre régime, d'autres acteurs peuvent émerger, ou peut-être ceux d'aujourd'hui peuvent retourner leur veste et dire que non, le droit n'a pas été dit. De toutes les manières, le oui est passé. Nous allons à la nouvelle République. Dorénavant, chacun va devoir s'adapter aux nouvelles lois. Avant d'aller à cette nouvelle République, c'est déjà, je voyais votre regard qui était fixé sur Keïta déjà, visiblement oui, pas d'accord avec son commentaire. Oui, parce que, en fait, la justice est un processus. On peut ne pas être d'accord, mais justement, c'est pour ça qu'on a des moyens de recours. Et ce qu'il dit, je n'oserais pas dire ici que c'est faux, mais j'ai envie de dire pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu un recours dans ce sens-là, de personnes qui se plaigneraient d'avoir été muselées et empêchées de faire campagne. En tout cas, de ce que j'ai entendu, parmi les recours, peut-être que ça a été fait également, je n'en ai pas entendu mention ni de Kaoudim, ni de la Madame Fofana. Donc, je pense qu'il faut aussi faire attention. Oui. Parce que lorsque la Cour constitutionnelle doit trancher, elle tranche sur les éléments qui lui sont présentés. Et lorsque vous faites des allégations, surtout en cette matière, il faut les prouver. Non, je ne parle pas de vous. Lorsque vous faites des allégations, surtout en cette matière, il faut les prouver. Parce que... Vous parlez déjà des requérants. Hein? Je parle des requérants. Oui. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, il y a eu fraude, oui, il y a eu l'utilisation de téléphone, toutes ces choses-là... Il y a eu campagne avant l'heure. Il y a eu campagne avant l'heure, mais déjà sur l'utilisation du téléphone et des fraudes à l'intérieur du bureau de vote, le plus simple aurait été peut-être d'appeler un huissier et de le constater. Est-ce que ça a été fait? De ce qu'on entend de la Cour constitutionnelle, non. Peut-être qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont intégré et qu'on ne nous l'a pas dit, ça c'est un autre problème. Mais de ce qu'on entend, il n'y a pas de preuves palpables par rapport à ces éléments-là. Donc elles sont sans effet, elles sont inopérantes et elles sont
de facto mal fondée. D'accord. La loi fonctionne comme ça, elle est dure, mais c'est la loi. Diarra, je sais que vous étiez pris dans les pièges de l'embouteillage de Bamako, n'est-ce pas? Surprenant même. Surprenant Bouchon. D'accord. On était justement en train de commenter ce rejet, si vous voulez. Aucun moyen de requérant n'a prospéré devant les sages de la Cour constitutionnelle, d'où la validation de la nouvelle constitution par la Cour constitutionnelle. Quel commentaire faites-vous déjà de ces arrêts rendus hier par les sages de la Cour constitutionnelle concernant les requêtes formulées déjà par les sieurs Draman Diarra, Daba Diawara et Cheikh Mohamed Kone? Non, merci bien, M. Sidibé. Je pense que sur la question, moi, je ne vais pas m'aventurer en fait sur la portée juridique en fait de cet arrêt-là, parce que je pense que le droit, il se discute effectivement entre tenants de ce droit-là, même si nous sommes tous concernés par ailleurs. Mais moi, je voudrais effectivement peut-être discuter un peu ou voir la chose sous l'angle politique, simplement en cela que le juridisme, là, je pense que nous devons faire attention dans ce pays en tenant compte effectivement je dirais, de l'enjeu des choses pour un moment donné, essayer effectivement de faire un pas dans la construction que de rester dans un débat juridico-juridique qui ne termine pas autour de chaque acte posé où on va aller chercher la légalité et l'illégalité à travers l'interprétation des mêmes textes qui fondent effectivement cette même République-là. Donc de mon point de vue, et je ne veux vraiment pas m'aventurer sur cette portée juridique-là, mais moi je prends simplement acte donc de cet arrêt de la Cour constitutionnelle et qui donne en ce moment l'occasion, à mon avis, aux Maliens de pouvoir se retrouver et d'essayer au moins de faire un autre pas en avant, parce que ce n'est pas en soi en fait une constitution quand bien même très importante comme loi fondamentale qui fait une république ou qui fait avancer la démocratie d'un pays. Elle la fonde, mais ce sont les acteurs qui animent effectivement cette vie démocratique-là, qui font que cette démocratie devient une réalité au profit des populations. Donc je pense que moi je voudrais pouvoir simplement intervenir de ce côté-là, sous cet angle-là, et m'éviter encore une fois de tomber dans ce débat juridico-juridique qui, de mon point de vue, reste toujours stérile parce que ça ne nous apporte pas grand-chose. Le plus important, c'est que le pas qui se fait en avant, qui va en adéquation avec les aspirations du peuple et les problématiques posées, je pense que c'est cela qui devient le plus important à mon avis. Monsieur Keita, après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, le président de la transition n'a pas pris assez de temps pour promulguer, en tout cas pour signer le décret devant promulguer cette nouvelle constitution. Déjà, est-ce que le soleil va s'élever au même endroit demain? Nous sommes dans la 4e République. Bien sûr, nous y sommes. Mais je tenais à rebondir à dire à mon prédécesseur que le débat juridique a toujours sa raison d'être. Parce que c'est toujours le débat juridique qui permet à beaucoup d'être dans leurs droits et de ne pas être dans une certaine obscurité ou de vivre un certain obscurantisme. Bien sûr, le président, lui, n'a pas traîné les pas. Parce que vous savez, c'était un défi personnel. Comment on comprend cette célérité dans la signature? Parce que c'était un défi personnel. Parce que 2 ans après, c'est maintenant que la transition commence. Il ne fallait pas laisser aucune place à d'éventuelles contestations avec tous ces rejets de recours, par exemple. Moi, je vois la chose sous un autre angle. Oui. Dans ce contexte présent, en moins de 2 mois, la transition commence à avoir un réel début de bilan. L'année 2022, c'était 2 choses. La première partie, c'était les sanctions de la CEDEAO. Et la seconde partie, c'était le bras de fer des 49 militaires. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins d'1 mois, Comatex a ouvert une entité historique industrielle. À cet instant où nous sommes dans ce studio, le président est parti à Caille, première région frontière au Sénégal, pour inaugurer le train. Sinon, c'est demain dimanche qu'il doit être à Caille. Officiellement. Mais il prend la route dès aujourd'hui, de sources sûres. Oui. Donc, comment dirais-je, il y a le train aussi, qui a quand même été arrêté pendant près de 5, 6, 7 ans. Il y a eu plus de combien de tentatives bien avant la transition. Et enfin, il y a cette constitution qui était quand même un défi. Parce qu'en conclusion, tout le monde sera d'accord avec moi que initier une constitution, faire une vulgarisation qui a même fait polémique, certains disaient que c'était une campagne masquée, pour finalement se retrouver à avoir un nom comme résultat, je crois que ceux-là qui, pour des raisons plus ou moins fondées, n'allaient pas dans le sens de la souveraineté du Mali et qui ont été mis dehors, allaient s'en moquer. Cela même aurait été une humiliation pour le pouvoir.
Donc évidemment, le pouvoir, l'exécutif a initié son projet, il l'a présenté au peuple, chacun s'est manifesté, on ne va plus revenir sur l'histoire, les faits, on vient à peine de sortir il y a un mois, le oui l'a emporté, le oui a été validé, donc allons dans la 4e République. Sinon, le fond de ma question, c'était de savoir qu'est-ce qui va changer immédiatement après cette promulgation. Bon, vous Est-ce savez... qu'on va toucher du bois, si vous voulez, le Malicoura finalement? Mais pendant la campagne, on a validé quelque chose qui a été expliqué pendant près d'un mois. Il y a eu une vulgarisation pour expliquer ce qui va changer, ce qui est innovation. Il y a eu une campagne en tant que telle pour même affronter les idées. Donc je crois que c'est connu désormais de tous ce qui va changer. Peut-être le premier élément que je peux insister, désormais ce n'est plus le Premier ministre qui viendra maintenant faire la déclaration de politique générale, mais ce sera au chef de l'État désormais d'être face au Congrès. Donc d'ici qu'on puisse avoir les sénateurs pour pouvoir maintenant désormais expliquer le problème de la nation. C'est-à-dire que cette confusion ou ce litige qu'on a eu quand on avait le Premier ministre Moussa Mara, on ne l'aura plus désormais. C'est désormais le chef de l'État qui sera face aux parlementaires. C'est avec cette promulgation, quelles sont finalement les lois qui vont gouverner la vie de la nation? Bon, déjà, je veux rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Je suis convaincu presque à 100% que demain le soleil va se lever au même endroit. Hein. C'est-à-dire que rien ne va changer. Si, il y a des choses qui vont changer. Il est possible qu'il y ait de la brume ou de la pluie. Mais lorsqu'on regarde le texte, il y a soit des changements, certaines innovations. Après, c'est un point de vue. Personnellement, je n'embrasse pas tout le contenu de la Constitution, mais j'accepte le contenant et j'accepte le principe, parce qu'une fois que la volonté populaire s'est exprimée, et aussi massivement et majoritairement, on ne peut que s'incliner devant la loi et à ce moment-là, essayer d'avancer. Et lorsqu'on regarde encore une fois le contenu de la Constitution, il faut se poser la question des prochaines échéances électorales. Parce qu'on sait que dorénavant, on va passer à un bicaméralisme, on aura 2 chambres. Et est-ce que les élections, comme prévu, vont se faire avant les élections présidentielles? C'est une question qui va se poser, mais c'est ce qui est prévu. Est-ce qu'au niveau du CNT, ils vont accepter de partir avant qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle? C'est une autre question qui va se poser, parce qu'il y a une différence entre la loi et son application, comme on l'a souvent dit d'ailleurs au Mali. Donc maintenant, c'est de voir pas à pas ce qui va advenir. D'accord. Et où je suis d'accord également avec mon prédécesseur, même si la mission de la transition est d'abord hautement politique, et dans ce hautement politique, le volet sécuritaire occupe une place prépondérante, c'est vrai qu'on a maintenant des aspects, on va dire, de développement économique qui commencent à se faire sentir. Il a parlé de la Comatex. On sait qu'il y a également 2 usines de filature qui ont été entamées avec les Chinois, où là, le Mali a 85% et la Chine 15%. Ça s'appelle ça un partenariat gagnant-gagnant. On sait qu'on a une école de guerre dorénavant. On sait qu'on a un pôle d'excellence qui a été mis en place, avec un centre d'intelligence artificielle et de robotique. Toutes ces choses sont bonnes à prendre, et j'ai envie de dire, comme la loi dispose pour l'avenir. Mais la Constitution en elle-même, on va peut-être revenir après. Justement, on va revenir. Monsieur Diarra, nous savons avant cette promulgation que c'était et la charte de la transition et la Constitution de 92 qui gouvernait la vie de la nation. Avec cette promulgation, nous savons que la Constitution de 92 est désormais enterrée, quid de la charte? Mais elle l'est également, au point de vue, parce que je pense que ce qui reste, c'est la loi fondamentale, finalement, qui a été promulguée là aujourd'hui. Juxtaposée à ça encore, en fait, une charte. Je ne pense pas que, d'un point de vue juridique, juristes qui sont, ils voudront effectivement les points, que cela soit effectivement une approche appropriée. Et je ne pense pas que nous soyons dans ça. L'autre chose que je voulais ajouter, et juste peut-être avant de revenir encore sur le point que Sey avait abordé tout à l'heure, parce que cette question-là, elle est importante. Qu'est-ce qui va changer? On va y toucher. Mais je voudrais juste dire à mon vis-à-vis que quand je parle de débat juridico-juridique en fait stérile,
vous avez vu tout ce qui a été visé en fait comme arsenal juridique dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui finalement nous amène effectivement à cette adoption par la Cour constitutionnelle. Et donc, le débat revenir encore pour dire nous avons fait ceci, nous n'avons pas fait cela, nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas fait cela, le droit dit ça, le droit ne dit pas ça, ainsi de suite, à quoi cela va nous amener en réalité? Donc il y a un moment, il y a l'opportunité de faire un débat lorsqu'il apporte une plus-value à un processus qui déjà a un retombé sur tout le monde. Donc c'est de ce point de vue-là, j'ai dit effectivement que ce débat-là, chaque fois que nous faisons quelque chose, surtout que l'intellectuel malien ou l'élite malienne est très dense dans ça, dans l'interprétation des mêmes textes ou des mêmes mots, chacun effectivement dans le droit, on dit, va avoir sa façon de voir. Et donc cet aspect-là, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ça, c'est de cela que je parle. L'autre aspect que je voulais dire, qu'est-ce qui va changer? Moi, je note déjà que quelque chose de grand a même changé, où il y a ce début de changement que moi j'apprécie. C'est l'esprit d'abord des autorités à faire en sorte qu'il faut apaiser, stabiliser entre nous-mêmes Maliens, nous appeler à nous faire comprendre que c'est ensemble que nous pouvons réussir et ils sont en train de mettre ce leadership-là en avant. Quand j'ai entendu le point de presse rapide donc, du ministre d'État de l'administration territoriale, ça allait dans ce sens-là. Et quand le président de la transition aussi a fait une adresse à la nation ce soir. Ah, ok, exactement, que j'ai peut-être pas suivi lorsque j'étais sorti. Et ce qui a précédé tout ça, c'est vraiment aussi cette intervention ou ces interventions du Premier ministre qui nous dit aujourd'hui, il nous faut simplement travailler. Mais c'est une réalité, il nous faut travailler. Si nous ne sommes pas dans les discours, dans les juridismes, on va commenter. Voilà, donc juste pour dire que pour moi, cet esprit qui change, qui dit il faut vraiment qu'on se mette ensemble et qu'on travaille, c'est déjà extrêmement important comme socle d'une démocratie ou d'une vie en société. Maurice Sidibé, vous étiez vous également dans les pièges de l'embouteillage de Bamako, n'est-ce pas? Effectivement. Et je tiens même à présenter mes excuses aux téléspectateurs et à mes co-débatteurs. Je devais faire comme toi, mais on était justement... Monsieur le maire. Nous savons que vous, personnellement, vous avez battu campagne à visage découvert contre cette nouvelle constitution. Voilà qu'elle est promulguée par le président de la transition. Votre sentiment? Sans surprise, la Cour a rendu son arrêt et illico presto, le président de la transition l'a promulgué. C'est sans surprise. Illico presto également. Effectivement. Nous ne sommes pas, en tout cas, ce qui est évident, nous ne sommes pas rentrés dans la 4e République par la plus belle des manières, parce qu'en termes d'organisation d'abord du référendum, en termes de territorialité, nos autorités n'ont pas su créer les conditions idoines nécessaires pour organiser les élections sur tout l'étendue du territoire national. Ça, c'est en termes de territorialité. Par exemple, c'est pas, le deuxième niveau, ça c'est au niveau du taux de participation. Vous savez quand même qu'en 92, le taux de participation est largement au-dessus, un peu largement au-dessus du taux de participation de ces élections référendaires. La troisième, ni la Cour, ni les autorités, moins les soutiens des élites ne peuvent en tout cas changer cette évidence qui entache en tout cas cette rentrée dans la 4e République. Les discours de campagne ont été tenus, les slogans ont été en tout cas par-ci, par-là prononcés par ceux-là qui en tout cas voulaient que ce projet, désormais nouvelle constitution en vigueur de la République du Mali, passe. Maintenant, nous observons, nous prenons acte, nous observons, il y a eu des discours qui ont été tenus, des avancées majeures, je ne sais pas, mais on observe si cette constitution désormais malienne pourra en tout cas gérer, apporter des solutions aux maux en tout cas qui minent notre société. On va voir si elle pourra être Monsieur Sidibé, on a entendu le président de la transition dire ce soir qu'il ne s'agit pas de la victoire du camp du non du camp du oui sur celui du non, par exemple. Est-ce que cette phrase vous touche personnellement? Bon, moi, je ne pense pas si nous sommes dans une affaire de discours, mais d'une affaire, nous sommes en tout cas pour notre pays, c'est une question de pays, de patrie et autres. C'est pas les discours qui vont changer grand-chose. Peut-être les actes et tout. C'est ce qui est fait que nous nous sommes opposés, en tout cas, d'abord à l'organisation de ce référendum et finalement nous nous sommes retrouvés dans la campagne pour battre campagne
pour le non. Et malheureusement, nous avons perdu. Ce n'est que partie remise, c'est fair play. Mais je pense quand même que cette nouvelle constitution va poser beaucoup de problèmes. D'abord, au niveau de son application, elle demeure assez problématique. On va évoquer cette application. Déjà, M. Keita, nous savons qu'il y a un temps qui est imparti à la transition. Quelles sont les dispositions déjà contenues dans cette nouvelle constitution qui sont susceptibles d'être appliquées avant la fin de la transition? Bon, réellement, quand on regarde le temps qui nous reste, la transition n'a pas assez de marge de manœuvre. Il lui reste théoriquement 7 mois. Parce que le mois de juillet est quasiment consommé. 7 mois où il y a même des suspicions. Parce que sur le chronogramme, on est censé avoir des législatives. Et même là, le doute perdure puisque toute élection communale, régionale et autres n'ont pas pu se faire. Et encore que, comme je l'ai dit, on est censé quand même avoir à la fin de la transition la chambre haute. Donc, est-ce que finalement les sénatoriales, la programmation, tout reste problématique? Sans oublier que on est quand même toujours habitué à plutôt faire une présidentielle et ensuite les législatives pour que l'entrant au palais de Koulouba soit le détenteur de la majorité. Donc, pour moi, la nouvelle constitution est appliquée, mais la charte, vous savez, tant que formellement, devant le peuple, devant même la CEDEAO, et ça tombe bien, il y a le médiateur, le haut représentant, le président du Bénin, Yahi Boni, qui va... Patrice Talon qui va venir. Je crois que là, maintenant, cette question va être sur la table. Parce qu'une opinion se dit que, si maintenant on a maintenant cette nouvelle constitution, ça en est fini de la charte. Or, on sait tous que par tradition, on va dire transitoire, les militaires, quand ils prennent les affaires, ils se maintiennent toujours où ils entreprennent librement ce qu'ils veulent à travers la charte de la transition. Donc pour moi, tant que formellement, ils ne disent pas que la charte est désormais dissoute, caduque ou abrogée, je crois qu'elle va continuer de perdurer. Surtout qu'ils se sont beaucoup servis d'une clause dans cette charte, c'est qu'ils ont dit que quand il y a contradiction avec la Constitution, c'est la charte qui prévaut. C'est vrai qu'on va dire que c'est une constitution sur mesure, mais reste qu'à travers la charte... Mais quelle constitution, par exemple? Mais justement... Du 25 février ou du 22 juillet? Pour moi, je pense que l'un comme l'autre, la charte va toujours rester. Donc, je pense qu'il faudra suivre cela de près. Et comme je l'ai dit, l'attitude à avoir, en tout cas des autorités, par rapport à comment dirais-je, la nouvelle constitution, le débat va continuer parce que très bientôt, nous allons aussi avoir une session extraordinaire au niveau du CNT. Et à partir de là, on saura bien où est-ce qu'on va aller. D'accord. Monsieur C, avant la fin de cette transition, quelles sont les dispositions qui sont contenues dans cette nouvelle constitution qui sont susceptibles d'être appliquées à moyen ou court terme déjà? D'accord. Bon, déjà, je vais rebondir encore une fois sur un point que vous avez évoqué. Même si on n'est pas d'accord avec le contenu, tout le contenu de la Constitution, le jeu démocratique consiste à ce que chacun puisse exprimer son opinion et qu'une fois qu'on a une décision, qu'on puisse tous se rallier, que ce soit le oui ou le non. Le camp du non, parce que moi je n'appelle pas ça un camp, pour moi il ne doit pas y avoir de camp. Le camp du non comme le camp du oui aujourd'hui doivent œuvrer dans le même sens, qui est la sauvegarde de la patrie et la sécurité du territoire avant tout. Et lorsqu'on parle de territorialité, par exemple, je voulais juste rappeler qu'en 2018, il me semble, il y a eu des élections législatives qui ont conduit à un certain nombre de choses, mais pas par rapport au fait qu'on ne pouvait pas organiser l'élection partout. Pourtant, ces élections se sont tenues. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à cette notion de territorialité quand nous-mêmes nous savons que nous n'avons pas un contrôle absolu sur le territoire et que forcément il n'est pas possible, même pour les législatives à venir ou pour la présidentielle, que dans toutes les localités et dans tous les hameaux, tous les Maliens puissent voter. Ça, il faut être clair. Et une fois encore, si on avait un référendum qui passe à 60%, bon, on peut en discuter, quoi. Mais à 96%, je pense que c'est quand même assez représentatif. Donc je ferme ce débat-là. Maintenant, sur la Constitution elle-même, il a parlé de quelque chose d'intéressant par rapport aux élections législatives.
L'idée, c'est justement qu'elle se passe avant les présidentielles, pour que le président qui vient, lorsque ces élections vont se passer après lui, on ne dise pas qu'il a profité de son pouvoir pour avoir une majorité à l'Assemblée. Et je trouve que c'est une excellente chose. Maintenant, est-ce que les personnes qui sont au CNT, avec les privilèges qu'ils ont là-bas, vont accepter de jouer ce jeu démocratique et de rester en marge alors que le pouvoir, le nouveau président n'est pas encore installé? C'est réellement ça qui va poser problème. De ne pas être candidat aux éventuelles élections législatives? Non, ce n'est pas qu'il ne soit pas candidat. Oui. Vous savez par exemple que le président du CNT est un militaire. Est-ce qu'il va démissionner et se présenter? On ne sait pas. Toujours est-il... Libre à lui quand même. Libre à lui de le faire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce débat va réellement se poser. Il faut dire les choses clairement. Les personnes qui sont au CNT, c'est peut-être de bonne guerre, hein, sans mauvais jeu de mots. Ils ne veulent pas forcément, je ne sais pas s'ils veulent, mais ils ne vont pas forcément aller dans le sens d'organisation d'élections législatives avant la présidentielle, oui. Même si c'est ce qui est prévu, parce que techniquement, eux ne seront plus dans la machine de l'État. Il faut parler simplement et clairement. Bon, maintenant, est-ce que quand même il faut le faire? Je pense que oui. Et sur le contenu... Sauf que la convocation du collège électoral est une prérogative du président de la transition, pas du CNT. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez également que lorsqu'on est dans un pouvoir, le pouvoir exécutif existe, le pouvoir législatif existe, le pouvoir judiciaire existe. Et c'est l'équilibre de ces trois pouvoirs qui fait que cela fonctionne. Et on est dans un régime particulier où nous avons de fortes têtes. D'accord. Donc ça serait dans tous les cas de trouver un moyen intelligent d'arriver à une solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a intégré dans cette nouvelle constitution les forces armées comme une sorte de quatrième pouvoir. Même si généralement on dit que c'est les médias. Parce que lorsque vous allez prendre l'article 89, on va vous dire en quoi consistent les forces armées. C'est déjà connu. Mais on va vous préciser qu'elles peuvent participer aux actions de développement économique, social et autres. C'est une manière peut-être à terme, et je pense qu'il faudra voir comment ça va se manifester, d'avoir une sorte de structure bien précise où on aura des représentants de l'armée qui vont comme veiller sur la République et sur le pays lui-même. D'accord. Qui seront les tenants de cette machine, on ne sait pas. On sait également qu'il y a la Cour des comptes aussi qui a été intégrée dans les institutions. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir. Monsieur Diarra, jusque-là, personne n'a pu me dire en tout cas quelles sont les dispositions contenues dans cette nouvelle constitution qui sont susceptibles d'être appliquées avant la fin de cette transition. Moi, dans ma tête, j'ai peut-être 3 éléments. Allez-y. Le premier, pour moi, ce sont d'abord en fait le déploiement des garants de cette constitution vis-à-vis de nos populations. Là, je vais parler du retour de l'administration, et non pas en tant qu'article spécifique, mais en différents articles consacrant en fait la présence de l'État sur le territoire. Je pense que ça, c'est déjà, de mon point de vue, un élément qui, en 6 mois, effectivement, on peut pouvoir effectivement se mettre à travailler véritablement sur ça. Un article spécifique, de mon point de vue, qui peut aussi être mis en œuvre, ça c'est celui de l'article 179, portant effectivement sur nos autorités coutumières et les légitimités. C'est-à-dire que quand on regarde le contexte du Mali, tel que nous sommes divisés et tel que la crise sécuritaire a gagné du terrain et que nous sommes nous-mêmes au cœur effectivement de cette crise-là maintenant, parce qu'on est entre nous, qu'il faut donc travailler maintenant à revenir dans ça. Je pense que le rôle ou les attributions, les modalités qu'on voudrait pouvoir construire autour de ces autorités traditionnelles et donc coutumières, je pense que ça c'est un point fondamental et sur lequel il va pouvoir effectivement travailler. Peut-être le troisième élément, c'est vraiment les élections, mais toujours chez moi, dans ma réflexion, oui, les élections législatives, présidentielles, on y parle, mais moi, c'est beaucoup plus tôt les élections communales que moi, je visais en priorité. L'explication, elle est toujours simple. C'est pour toujours permettre à ceux que cette confiance qui fait partie de la sécurité entre population et administration, et ça puisse être davantage une réalité parce que c'est là la base de tout. Si on veut que notre constitution soit effectivement
mise en œuvre et qu'elle profite aux populations, si on veut que nous ayons le développement, si on veut que nous ayons la défense, la sécurité et tout ça, il faudrait qu'il y ait ces acteurs-là en face, et administration et population, qu'il y ait une confiance entre donc, ces deux acteurs-là et que finalement on puisse être dans ce processus intégré-là. Donc de mon point de vue, ces 3 éléments-là sur 6 mois sont vraiment faisables. D'autres élections, je pense que peuvent être aussi sur la table. Mais l'autre aspect que j'allais dire pour sortir de la parole en ce moment, c'est en tout cas cet esprit, je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste à mettre les gens ensemble et les autorités doivent continuer à être, je pense, le lead dans ça et à être le plus sincère dans ça pour ne pas que, en fait, les décisions ou les choses, parce que les délais sont très coincés, si ça tombe sur les gens et qu'il n'y a pas une certaine inclusivité, qu'il n'y a pas une certaine discussion pour qu'on puisse effectivement faire face à ces nombreux défis qui sont là, ça devient extrêmement compliqué. Keita, je vais vous passer la parole. Mais Sidibé, déjà, je vous pose la même question. Déjà, quelles sont les dispositions qui sont contenues dans cette nouvelle constitution susceptibles d'être appliquées par les autorités actuelles de la transition? Bon, je n'en vois pas, mais je voudrais quand même préciser 2 choses rapidement. Vous êtes toujours contre cette nouvelle constitution, j'imagine? Bon, il ne s'agit pas d'être contre ou pour, il s'agit d'apporter des éléments en lien avec les questions posées, mais je voudrais quand même préciser rapidement 2 choses. Allez-y. La première, c'est par rapport à la charte. Oui. La Constitution, malgré qu'elle soit la norme juridique la plus élevée, la charte a toujours eu son ascendant sur elle et elle demeurera. Et maintenant, s'il y a lieu qu'elle tombe, elle se fera là où elle a été constituée. Moi, je pense. Deuxième chose, j'ai parlé de territorialité. Ce n'est pas la qualité des élections organisées dans certains foyers de tension lors des élections de 2018 qui sont remises en cause. Je parle de l'organisation même territoriale des élections. De l'indépendance à nos jours, il n'y a jamais eu des élections sans toute une région entière sur le temps dans notre pays. Cela est une réalité que personne ne pourra occulter, quel que soit nous sommes en tout cas. Sauf que la Cour a donné son point de vue sur cette question précise. Elle a indiqué que cette question n'est pas imputable au refus même des autorités de la transition. Oui, ça c'est l'avis de la Cour. Oui. Et moi, très honnêtement, je vois cette affaire d'une autre manière. Allez-y. Je l'ai expliqué depuis l'indépendance à nos jours. Jamais nous n'avons tenu des élections, qu'elles soient référendaires, qu'elles soient présidentielles, législatives ou municipales, sans toute une région entière qui est réellement acceptable. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, ni la Cour, ni les autorités, moins en tout cas les soutiens de ces élites ne peuvent occulter cette réalité qui entache notre rentrée, en tout cas dans cette quatrième République. Vous m'avez posé la question à savoir si tout de suite, avec la promulgation de cette constitution, qu'est-ce qui pourra changer ou quelles dispositions ils peuvent mettre tout de suite en place. Moi, je n'en vois pas. Cette constitution, elle est plutôt le fruit d'une fourberie, d'une subtilité. Des principes de base de gouvernance demeurent. La République demeure. Son État unitaire, la laïcité, le tout demeure. Maintenant, les slogans de campagne, moi, je vais m'en tenir à ça après la promulgation, savoir si après la promulgation de après cette promulgation, si toutefois nous allons avoir accès convenablement à l'électricité, à la maîtrise des denrées de première nécessité, parce qu'on nous a promis le paradis après la promulgation, le vote et la promulgation de cette constitution. Donc les Maliens observent, nous observons à savoir réellement si la promulgation ouvre des portes à des perspectives de développement, de maîtrise de prix des denrées de première nécessité. En un mot, si on va se retrouver dans l'Eldorado. Monsieur Keita, vous aviez demandé la parole. Bien sûr, parce que vous aviez dit que, avant que M. Darian intervienne, que vous n'avez pas eu réelle satisfaction. Justement. Et même moi, je ne suis pas du même avis. Simplement, les exemples sont légion. Je peux donner 2 exemples. Allez-y. À cet instant, si je veux désormais, je peux parler Bambara. C'est devenu une langue officielle. Quitte à ce qu'on traduise. On a dit toutes les langues peuvent. Ça veut dire qu'il y a un décret qui doit intervenir. Oui. Mais vu que le président a été pressé de promulguer, ce décret peut ne pas tarder. Comme aussi un Malien de la diaspora que je suis, pour être entre la Côte d'Ivoire et la Guinée aussi, je peux aussi prétendre à l'Assemblée désormais. Parce qu'au niveau du Sénat,
la diaspora est plutôt nommée. Mais c'est une loi organique qui va le définir. Mais désormais, le Malien de la diaspora, c'est qu'il n'est pas que du bétail électoral, c'est qu'il ne sera plus à la merci de certaines représentations diplomatiques qui créaient des difficultés pour avoir les documents. Et ce qu'on sait, parce que désormais, toute la diaspora devient maintenant une circonscription. Oui. Ça voudrait donc dire que le Malien de la diaspora, depuis 1992, va finalement rentrer dans ses droits. Le Malien de la diaspora pourra maintenant se faire entendre. Et le Malien de la diaspora pourra maintenant côtoyer de plus près les autorités. Ça ne sera plus le seul interlocuteur traditionnel qu'a été le Haut Conseil et même voir le CSDM. Mais désormais, ça par exemple, ce sont des choses qui vont changer et qui sont même faisables même avant la fin de la transition. Sinon, pour ce qui est de la territorialité, oui, à la longue, ça va créer un problème. Vous savez, le pouvoir a obligation de toujours déclarer le taux de réussite. Et le taux de réussite ici, le taux de participation en la matière, pour être plus précis, il est à peine de 40%. Ça voudrait donc dire que sur 100 Maliens, moins de 40 sont partis voter. Cette majorité-là qui n'a pas voté, à la longue, reviendra à la charge. Cette majorité-là qui n'a pas pu se retrouver, à la longue, reviendra à la charge. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais reste que le bilan, il est là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ce n'est pas que sur Kidal seulement qu'il faut se focaliser. Il y a plein d'entités, de régions qui n'ont pas voté. Je peux citer par exemple la région de Nara, où par exemple le 11 juin, jour du vote des militaires, les populations de la zone ont eu des couacs avec les militaires russes, que certains qualifient de Wagner, que d'autres qualifient d'instructeurs. Et ces zones-là, les fêtières de ces endroits, parce que suite à ce couac, cette expédition, il y a même eu mort d'homme. Le gouverneur et les hautes autorités s'y sont rendus, ça n'a jamais été médiatisé. Mais ces régions-là ont appelé à boycotter toutes les élections, écrit noir sur blanc. Donc c'est pour dire qu'à travers le pays, il y a toujours des tensions, il y a des divergences. Et même Kidal, si dans la foulée de la proclamation des résultats par l'EJ, certaines autorités maintenaient mordicus que Kidal a voté, maintenant ils sont obligés de nuancer et dire que Kidal-Ville n'a pas voté, mais certains endroits de Kidal ont voté. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du 20 sur 20. Or, c'est ce qui avait été demandé, parce que la particularité d'une élection référendaire et d'une élection présidentielle, c'est qu'il n'y a pas de partiel. D'accord. On va faire un dernier tour de table sur la question. Oui, en fait, sur ce qui est applicable tout de suite, il faut dire ce qui a commencé déjà à être fait. Oui, allez-y. Je pense qu'à côté de moi, il a parlé des autorités légitimes, traditionnelles et coutumières. Ce travail a déjà commencé. Justement. On a vu qu'il y a des médailles qui ont été remises, des drapeaux qui ont été remis symboliquement, des rencontres qui ont été organisées. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Et les langues officielles, même si c'est vrai qu'il n'y a pas encore de décret, le principe est acté. On est d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir d'autres langues officielles qui sont issues de nos langues nationales. Je l'ai dit un peu plus tôt, on a également la Cour des comptes. Maintenant, penser que la nouvelle constitution va régler tous les problèmes du Mali, moi je ne sais pas qui a dit ça, et ça m'étonnerait que quelqu'un l'ait dit. Peut-être que c'est un discours politique, parce qu'une constitution en elle-même ne peut pas construire un pont. Il faut être sérieux. Et tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au Mali, quel que soit le président que vous mettez en place, s'il n'a pas les ressources financières et humaines nécessaires, il ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut savoir ce que l'on veut, notamment lorsqu'on entend des politiques que la transition n'est pas là pour justement jouer un rôle politique, qu'elle doit organiser des élections rapidement et s'en aller. Et lorsque la transition va dans ce sens-là, dire à la transition, vous allez trop vite, pourquoi vous n'allez pas sur le terrain politique? Je pense qu'il y a une dissonance cognitive qu'il faut régler. Il faut peut-être discuter avec ces personnes-là, parce qu'on est tous maliens avant tout. Et il faut que l'intérêt de l'État prime sur les intérêts individuels. Ça, c'est mon assentiment à moi. Maintenant, lorsqu'on regarde une fois de plus la question de la charte de la transition et de la Constitution, normalement, elle ne se pose plus. Une fois qu'on a une nouvelle Constitution, qu'on rentre dans une nouvelle République, la charte de la transition meurt de sa plus belle mort. Maintenant, le fait de penser qu'il y a des dispositions qui, ceci, cela,
On verra ce qui nous dira l'avenir, mais dans le principe, normalement, cette charte n'a plus de raison d'être. La charte était là pour une raison très simple. Au lieu de suspendre, comme certains le font, la Constitution qui est en cours et qui était en vigueur de 92, on a mis une charte de transition en place où on a précisé que par rapport aux dispositions de cette Constitution de 92, lorsque c'est... Monsieur C, à ce niveau, oui. Nous savons que la charte a permis d'installer certaines institutions de ça. Est-ce que ces institutions-là vont aussi mourir avec la charte? Bien sûr que non. La loi ne dispose que pour l'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est ce que je dis. La charte a été mise en place parce qu'il y a déjà une constitution. Dans certains pays, et lorsqu'il y a des coups d'État, ils suspendent la constitution directement. Ils ne se cassent pas la tête. Ils suspendent. Ce que j'ai envie de connaître, s'il vous plaît, ce que j'ai envie de connaître, nous savons que la constitution promulguée ne parle pas de membres du CNT, par exemple. Il parle de députés qui animent l'organe législatif. Il parle de sénateurs. Oui. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut passer à faire des élections. Parce que ça veut dire que pour l'instant, ce CNT qui est là remplit son rôle parce que la loi, c'est aussi une continuité. Mais dans le principe, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, la charte est venue pour compléter ou en tout cas mettre en place des choses que la transition veut faire sans être en opposition avec la Constitution ou lorsqu'ils le sont, que ce soit la charte qui prime. Mais à partir du moment où cette même transition met en place une nouvelle constitution acceptée et promulguée, la charte n'a plus de raison d'être. D'accord. Vous avez un dernier commentaire là-dessus? Oui, notamment sur ta question, parce que ta question, je pense déjà qu'après la promulgation, tout ce qui est là dans la Constitution, théoriquement, sont aptes effectivement à être mis en œuvre. Mais on a juste un délai qui est très court, comme tu as bien précisé. Ce qui s'entend dire qu'il y a une espèce de priorisation à faire dans ce délai-là. Et c'est pour cela, moi, par exemple, dans mes éléments de réponse, ce que je voyais comme priorité, c'est ce que j'étais en train de citer là. Et dans le même temps, quand je finissais, j'étais en train de dire que les autorités, je pense, doivent faire cet exercice inclusif-là pour permettre effectivement de fixer les priorités à satisfaire sur ce délai-là. Sinon, un autre élément comme priorité où moi j'allais vraiment mettre le doigt, ça c'est l'article 39 qui porte sur la classe politique, par exemple. Nous savons que cette charte-là aussi qui anime la vie des partis politiques, on a besoin, si nous voulons que cette transition soit une réussite, qu'à la sortie, nous ayons en fait une classe politique suffisamment responsable, apte à porter notre démocratie, fondamentalement. Donc ça, c'est vraiment le commentaire additionnel que moi, je voulais quand même mettre. Juste pour terminer là-dessus, l'aspect que je voulais dire, et encore une fois, oui, c'est bon de voir le côté juridique, le parcours, on est venu comment, la légalité et tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce que j'essaie toujours de mettre en avant, lorsque nous faisons face à une multitude de défis, il y a lieu effectivement de mettre l'ensemble des intelligences, si vous voulez, en conjugaison pour pouvoir avancer. Concrètement, ce que je vais dire. Aujourd'hui, quand on dit on n'a pas pu faire les élections à ce niveau, il y a la territorialité, il y a ceci, il y a cela. Mais depuis qu'on a connu le Mali, on a eu quelle profondeur de crise sécuritaire que maintenant. Depuis qu'on a connu le Mali, est-ce qu'on a été autant au cœur d'une géopolitique comme maintenant? Depuis qu'on a connu le Mali, est-ce qu'on a eu autant de défis endogènes entre nous-mêmes Maliens où c'est difficile d'accepter que l'autre soit à ce poste aujourd'hui pour servir et que moi je dois attendre simplement l'accompagner parce que c'est un tour, ça vient. C'est-à-dire que l'humilité et la retenue face à la chose publique. Donc quand vous faites face à tout cela, il ne faut pas se mettre certainement dans une posture de dire cela n'a pas été fait, cela n'est pas légal. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre les intelligences ensemble, de dégager un peu les priorités parce que quoi qu'on dise, ceux qui sont contre ou ceux qui sont pour, ceux qui se prononcent ou ceux qui se réservent, nous sommes tous dans cette entité. Et quand ça ne va pas dans cette entité, ça ne va pour personne en réalité. D'accord. Voilà. Modi, votre dernière intervention sur la question. Bon, ce que moi je voudrais apporter quand même comme précision, les élections présidentielles de 2013, c'est après l'occupation des 3 régions du Nord que nous avons organisé ces élections. Et les élections se sont tenues dans toutes les régions. Donc cette crise était, en tout cas, au début, c'était plus, à mon sens, profond que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et dans toutes les régions, les élections législatives ont été organisées et les
député. Vous parlez de 2013. 2013. L'élection de Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. Sauf qu'il y avait un accord préliminaire qui a été justement signé pour permettre ces élections de 2013. Mais il y a l'accord d'Alger qui est plus robuste, qui est plus un engagement. Mais qui est en souffrance aujourd'hui. En souffrance, oui, mais dit à qui et pourquoi? Ça, c'était les groupes armés. Maintenant, vous avez les terroristes. Oui. Et en interne, vous avez également... C'est les terroristes qui nous empêchent d'organiser les élections à Kidal? Visiblement, non. Voilà. Il va falloir qu'on soit réaliste, qu'on accepte qu'en tout cas de donner la bonne information, qu'on soit au service en tout cas de ce peuple en tout cas qui souffre. La triste réalité est que quand vous dites nous n'avons pas pu organiser des élections dans plusieurs localités sur l'étendue du territoire national, vous dites encore de mettre les intelligences ensemble. Et vous ne voulez pas qu'on évoque les lacunes, les difficultés liées à ceux qui donnent l'opportunité, l'occasion de mettre les intelligences. Ça va être compliqué. C'est ceux et Diarra qui ne veulent pas qu'on évoque les... Non, moi je ne dis pas ça. Oui. Juste une question. Je veux juste... On te laisse finir. Allez-y. De toutes les façons, que ce soit Sey ou Diarra, moi j'aurais voulu quand même qu'on évoque les difficultés. Vous savez, quand nous ne convergeons pas dans la même direction, quand nous avons des points de vue différents par rapport à des situations, il serait mieux d'abord de reconnaître les faits et par la suite nous allons parler de convergence d'idées, de vision et de mettre les intelligences ensemble pour apporter les solutions. Je voudrais encore rebondir une deuxième fois sur la problématique de la charte. La charte avait l'ascendant sur l'ancienne constitution. Maintenant, nous sommes dans la 4e République avec une nouvelle constitution. Vous dites que la charte ne tient plus, qu'elle est morte de sa belle mort. Ça veut dire qu'elle est morte avec les institutions qu'elle a mises en place. Le bon sens aurait voulu quand même qu'elle disparaisse avec ces institutions. Et cette nouvelle constitution ne parle pas de ces institutions mises en place par le biais de cette charte-là, mais plutôt des élections pour que des députés, maires et présidents se mettent en place. Troisième élément, dernier, Barou, si vous permettez, vous parlez des politiques qui mettent la pression sur ces nouvelles autorités transitoires d'organiser les élections, Ce sont ces autorités qui ont dit aux hommes politiques que tant qu'on ne sécurise pas ce pays, on ne pourra pas organiser des élections. Et pourtant, ce sont ces mêmes autorités qui sont venues vers le peuple malien pour organiser une élection référendaire. Ça, c'est de l'incohérence notoire. Nous aimons tirer à balles réelles sur les hommes politiques. Nous voulons faire porter le chapeau de tous les maux de notre pays par les hommes politiques. Mais la réalité, elle est ailleurs. Il nous reste que 3 minutes avant de conclure l'émission. Déjà, M. Keïta, votre commentaire sur ces deux actualités, la visite du président de la transition à Kaï et cette polémique née de cette sortie du Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a insinué aux autorités, si vous voulez, que les autorités de la transition ne doivent plus s'abriter derrière les discours nationalistes et patriotiques pour faire adhérer la population à leur cause. Tout d'abord, rapidement, Kaï, on ne peut que saluer. Quand le président va à l'intérieur du pays, il se rapproche des populations. Et comme on l'a dit, il va pour quelque chose de très vital, le train. Le train a été prépondérant à travers l'histoire du Mali. Nous avons les familles des cheminots et vraiment, ça va permettre économiquement de désengorger le pays et de connecter ces localités-là qui ont beaucoup souffert. Lui, il est maire, il sait de quoi je parle. Maintenant, pour en venir au second point, vous savez, on a un PM polémiste et je crois que ça va servir de leçon aux autorités de la transition. Il y a moins de 2 semaines, le Premier ministre a clashé ici le président Alpha Oumar Konaré. Et j'ai l'impression même qu'il l'a fait à tort. Parce que c'est même une récidive. Il y a moins d'1 an, le Premier ministre avait clashé le mouvement démocratique en disant que la démocratie nous a apporté qu'une pléiade de partis qui finalement n'ont servi à rien et ont effondré le pays. À l'époque, sa tête était mise à prix. Cette fois-ci, il a carrément clashé le bilan du président Alpha Oumar Konaré. À telle enseigne que le parti du président Alpha Oumar Konaré, l'ADEMA, qui est quand même dans son rôle, a exigé des excuses. Sa dernière sortie, il a clashé qui finalement?
Mais il a clashé le pouvoir. Oui. On ne peut pas être Premier ministre d'une entité, d'un groupe, et tenir pareil propos, parce que ce qu'il dit, c'est comme une prémonition. D'accord. C'est maintenant, 2 ans après, 3 ans après avoir pris les rues, qu'il a eu ses ministres débarqués, qu'il s'est rendu compte qu'il y a des discours populistes et que la population peut prendre la rue contre lui. Mais bon, comme certains disent que c'est un discours de 7 minutes, qu'on n'a pris qu'une petite partie, on s'en tiendra à là. Mais moi, je sais une chose, le PM est très polémiste, il est beaucoup dans la rubrique buzz, et ce n'est pas bon pour lui. D'accord. Votre commentaire sur ces deux questions rapidement et rebondir sur ce qu'il a dit. Le Mali, c'est tout l'ensemble du territoire. Quelle que soit la visite, quel que soit le lieu par le président de la transition, ça ne peut être qu'une excellente chose. Par rapport J'ai vu le titre d'un journal international parler de pré-campagne déjà. Bon, ça ensuite, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat la semaine prochaine. Mais déjà pour le débat d'aujourd'hui, Choguel, quant à lui, est un homme politique. Il est connu. On sait qu'il était à l'Union nationale des jeunes du Mali, notamment avec Moussa Traoré. Moussa Traoré qui a été remplacé par Alpha Oumar Konaré. Et pendant cette période-là, il a créé en 1997 le MPR, se réclamant lui de Moussa Traoré. Donc, c'est politique. Maintenant, est-ce que dans sa posture de Premier ministre, il doit faire attention à ce qu'il dit? Oui. Est-ce que dans sa posture de président de parti, il peut dire ces choses-là? Oui. Mais dans tous les cas de figure, il faut que ça reste circonscrit. Et il faut que l'ADEMA, lorsqu'elle apporte une réponse, elle apporte une réponse chiffrée. Pas juste dire « nous avons fait », parce qu'il y a les moyens de chiffrer cela. Juste pour rebondir également sur ce qu'il a dit, parce que c'est très intéressant, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on dit que ça a été demandé par les partis politiques, que l'État a dit que ce n'était pas possible, que la priorité c'était la sécurité, qu'il y a eu des pressions au niveau international et sous-régional, que la CEDEAO s'en est mêlée et que les partis politiques se sont rangés derrière, une fois qu'ils vont dans ce sens-là, au lieu de voir une incohérence, on devrait plutôt voir le fait qu'on est en train d'aller dans le sens de la volonté de ces partis politiques. Maintenant, ce que je dis également, il n'y a pas d'opposition à avoir avec les partis politiques. Il n'y a plus lieu de s'abriter derrière le discours nationaliste et patriotique pour approcher le peuple. On peut le faire parce qu'on est dans un nationalisme aussi. Il ne faut pas que ça devienne du chauvinisme par contre, mais qu'on essaye, encore une fois, je sais qu'il y a un cadre de dialogue avec les partis politiques, de discuter avec les partis politiques, parce que la politique ne se fait pas sans les partis politiques. S'il y a du clivage, régler ces clivages-là, parler de ce qui est pour et de ce qui est contre, parce que c'est le frottement de contraire qui donne du positif. L'idée n'est pas de dire qu'on ne peut pas faire des critiques sur telle chose. Monsieur Diarra, sauf que le temps aussi est fini à mon niveau. Sauf que, oui, sur cette polémique qui continue à poursuivre Choguel Maïga et cette visite du colonel Koïta à Kaï. Non, la visite du président ou du colonel président, je pense qu'a priori, j'ai très peu de commentaires dessus. Parce que ceux qui arrivent là... Vous la saluez? Non, mais je salue. C'est quelle que soit la partie du Mali où il peut être amené effectivement à faire le déplacement pour être au contact des populations, non pas seulement, mais essayer d'apporter des solutions à ces problèmes du terroir. Moi, à mon avis, c'est quelque chose de bien. Donc, ça ne doit pas rester seulement une simple visite. Mais l'autre aspect, je pense que ce qui gêne autour du PM, c'est peut-être que c'est sa personne même qui n'est pas aimée par beaucoup. Moi, si je fais les deux interventions, le premier, quand il met le problème de l'école sur la table, le problème de l'école va au-delà de la personne de Choguel, va au-delà du régime de Alpha, va au-delà de la personne de Alpha, va au-delà également des différents régimes. Mais où est-ce que l'école est tombée plus mal qui met toute la nation en danger? C'est une réalité, mais qu'on en parle, qu'on situe effectivement en fait les Sauf que lui, son tort, il a apostrophé. C'est ce que j'ai dit. Quand il le fait, il fait un régime. Il s'agit maintenant, comme c'est, il est dit, au lieu de venir encore avec les discours, les communiqués, on vient avec des chiffres pour montrer effectivement, oui, ça a été fait ici, ça a été fait cela. Mais en réalité, dans le fond, on aurait préféré qu'une telle polémique ne se fasse pas à partir du PM. L'autre aspect que je voulais dire, sa deuxième intervention, mais en réalité, c'est de la sincérité qu'il faut saluer dans ça. C'est de la sincérité. Parce que regardez... Ou un revirement. Non, pas un revirement, mais c'est de la sincérité. Parce que vous savez, une gouvernance doit être dynamique.
Et donc, quand on se veut une gouvernance dynamique, surtout face aux enjeux que nous avions, vous avez fait un moment où vous voulez vous mettre ensemble, dire que nous voulons que nous comptons dans tout partenariat. Nous avons des problèmes, mais nous voulons que notre avis compte. Nous avons été les premiers ici à dire qu'il faut que la diplomatie change. Souvenez-vous, on a dit ici sur cette table-là qu'il faut que l'approche change, qu'on doit aller maintenant vers les gens pour leur expliquer qu'il faut ça, il faut ça. Mais il nous faut travailler. Il nous faut travailler. Il nous faut passer aussi la parole à M. Sidibé. Et c'est ça, et c'est cette sincérité-là. Allez-y, M. Sidibé. Il nous faut mettre ça là. Oui. C'est un ouf de soulagement. Oui. C'est depuis plusieurs années, 2 ans, voire 3 ans que nous tenons ce même discours, en tout cas sur les différents plateaux. Il faut saluer sa sincérité, même s'il se sauve laissant son gouvernement et le président de la transition. Il a aussi mentionné que les discours nationalistes, patriotiques et autres ne tiennent pas sur la durée s'ils ne sont pas sincères, s'ils ne sont pas honnêtes. Les discours sincères, honnêtes tiennent des décennies. Il faut le reconnaître. Maintenant, si les discours sont des discours populistes, ils ne pourront pas tenir. Ils peuvent tenir un temps et par la suite, la réalité viendra en grande vitesse. Mais par rapport maintenant à la visite du président Assimi à Kayes, c'est une très bonne chose que le président ait touché du doigt les difficultés, en tout cas dans ces régions-là, même si je n'ai pas connaissance qu'il a fait une seule visite, en tout cas, que ce soit à Gao, Kidal ou Mopti. Je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas... Sinon, il a été à Koutchala et à Ségou. Je n'ai jamais eu écho d'un quelconque déplacement du président de la transition à Mopti, Gao, Tombouctou, c'est-à-dire au centre et au nord. Oui. Maintenant, qui se déplace pour Kayes, c'est toujours bien. Peut-être que ce serait la suite logique de d'autres régions, mais j'aurais préféré qu'il le fasse par la voie terrestre pour savoir réellement le calvaire, en tout cas des Kayesiens par rapport aux infrastructures. Pour terminer, selon mes informations, reste à vérifier, le terrain n'est pas arrivé encore à Kayes. Ça doit être entre Bamako et Badenko. En attendant la vérification de cette information, nous mettons un terme à ce débat. Nos invités étaient M. Hassan Sey, il est juriste, Bagui Diarra, analyste politique, Idrissa Keïta, journaliste, et Modi Sidibé, politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Kayes. Au revoir.